n'imaginez pas, quoi. Vous n'imaginez pas que d'un moment de fête, vous puissiez tomber comme ça, enfin, vous tombez au fond du gouffre. Pour nous, 2026 n'existe pas, hein, je veux dire, voilà. Depuis la nuit du 31, tout s'est arrêté. Exactement. Comment ça a été possible? On a vraiment de la peine à accepter ça. Je pense que c'est un peu le cas de toutes les familles. On trouve qu'il y a une immense injustice, un manque de tout, quoi. Donc on est vraiment en colère avec ça. Ma vie? Mais quelle vie? J'ai une vie depuis je ne sais pas combien de... D'abord, je n'ai pas la notion du temps. Ma vie, elle s'est arrêtée le 31 décembre. Je ne sais pas quel jour on est. Je pense que beaucoup de gens vont oublier peut-être dans un mois. Les gens vont passer à autre chose. Mais les gens qui étaient là, les gens qui connaissaient des gens qui sont décédés ou brûlés, bah non, on va pas passer à autre chose aussi facilement. Depuis le 1er janvier, la vie de la famille Aubrin est suspendue. Ils vivent désormais à 3 dans ce petit appartement à Metz, à 170 km de leur domicile de Strasbourg. Pour être au plus près de Mathieu, grièvement brûlé dans l'incendie de Crans-Montana. Il venait d'être engagé comme serveur au bar Le Constellation, 2 semaines avant le drame. Ah, regarde. Regarde qui c'est. Un Matt. C'est Mathieu. Yes. Laurence, il y a Mathieu. Non, il y a... Non, on n'a pas toujours pas retrouvé. Il y a un article sur Mathieu. Regarde. Il est bien là-dessus. Ouais, il est beau. Ouais, j'avais donné plusieurs photos pour éviter que ce soit pas toujours la même. Il est beau, il est beau. La famille de Mathieu est un jeune homme de 27 ans, gravement brûlé lors de l'incendie de Crans-Montana, la nuit du Nouvel An, lance une cagnotte en ligne. Il est actuellement hospitalisé à Metz. Son pronostic vital est toujours engagé. Il a été brûlé à plus de 25% de la surface de son corps. Ils reprennent des paroles qu'il nous avait dit le matin. Je ne pouvais pas essayer de sortir et bousculer les gens. J'ai préféré me mettre dans un coin et attendre la fin. Juste avant d'être plongé dans un coma artificiel pour pouvoir guérir, il a pu téléphoner à ses parents. Il nous a dit « Je ne pouvais pas essayer de sortir et de bousculer les gens, donc j'ai préféré me mettre dans un coin et attendre la fin. » Se souvient son père, Lionel, un ange gardien à la sortie. La famille de Mathieu se relaie à son chevet à l'hôpital de Metz. C'est quelqu'un qui a une joie de vivre, il aime trop la vie, il aime trop la fête pour partir. C'est sûr qu'il va se réveiller. Il n'a pas le choix, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix, mon père, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix, hein? Allez. Ça va aller, maman. Ça va aller. Il a les belles yeux aujourd'hui, ça va. Mais c'est bon. Quand on plonge nos yeux dans ses yeux, parce que c'est quelque chose que j'ai fait où à un moment donné, j'avais plus les mots et je voulais vraiment maintenir mon regard vers lui pour lui dire que je suis là. On voyait une forme de tristesse et de souffrance. Et même là, aujourd'hui, j'ai du mal à le voir, je sais pas, dans son expression, même si voilà, il est alité et que la situation est très difficile, j'ai du mal à voir, ne serait-ce qu'un semblant de bonheur. C'est quelqu'un de très très joyeux, Mathieu. C'est quelqu'un de très solaire, d'épicurien, quelqu'un qui aime blaguer. Et je ne l'ai jamais vu comme ça, en fait. En plus de l'inquiétude, il y a toutes les démarches administratives à faire. D'autant plus complexes qu'ils ne connaissent pas le système suisse.
et que les patrons de Mathieu, Jacques et Jessica Moretti, sont sous enquête. C'est là où on a découvert qu'effectivement, il fallait qu'on ait son contrat de travail, son numéro d'assurance, savoir quelles étaient les choses qui avaient été mises en place dans le cadre de ce contrat de travail pour la prise en charge au niveau des différents hôpitaux suisses. On est en contact avec les Moretti. Ça peut paraître paradoxal, mais pour autant, on les a sollicités sur conseil aussi également de notre avocat qui nous a dit bon, pour l'instant, il n'y a pas de raison de couper le lien. Il nous recommunique par retour de mail les informations. Donc là, pour l'instant, on a eu un retour, s'agissant de ça, positif, et qui nous permettra, nous, d'avancer aussi pour la gestion administrative, parce que, comme on le sait, il y a l'instant de l'émotion, il y a l'instant médiatique, mais quand le rouleau compresseur administratif se met en route, il vous écrase si vous n'avez pas le temps de réaction nécessaire pour répondre aux attentes de tout ça. Je vais repréciser avec l'avocat les éléments, s'ils ont tout. Il faut aussi l'appeler pour les papiers de... Chaque jour, ils se rendent à l'hôpital de Metz au chevet de Mathieu. Il est brûlé aux bras, aux mains, au dos, mais ce sont surtout ses poumons qui ont été très abîmés par les fumées toxiques. Il est toujours intubé et inconscient la plupart du temps. Il est en train d'être préparé éventuellement pour les opérations à venir sur son bras droit pour les greffes de peau. Et ses poumons se remettent petit à petit. En fait, il est sur une fin de deuxième infection pulmonaire. C'est ici que Mathieu est soigné, dans ce service sécurisé où nous avons pu pénétrer. 4 blessés de Crans-Montana, dont un Suisse, y ont été transférés dès le 2 janvier. Sur leurs 6 lits disponibles, il ne reste désormais plus que celui-ci. Donc ici, vous êtes dans une chambre typique où on prend en charge un patient grand brûlé au sein du service. Donc vous avez de quoi monitorer le patient lorsqu'on a des patients intubés, ventilés. Une des particularités par rapport à une chambre de réanimation classique, c'est qu'on peut transformer cette chambre en bloc opératoire. Pour chaque pansement réalisé, 5 personnes sont mobilisées. Anesthésistes, infirmiers, aides-soignants, chirurgiens, c'est tout un service spécialisé dans des traitements pour grands brûlés hautement sensibles et de pointe. Vous appelez s'il y a besoin. Alors là, je prépare les vitamines en fait. On supplémente tous les patients avec un cocktail de vitamines pour qu'ils manquent de rien. Comme la plupart ne peuvent pas manger, on s'assure qu'ils aient tout ce dont ils ont besoin. Riyad Al-Eddine est chirurgien plasticien. Il sort à l'instant d'une intervention de 5 heures. Aujourd'hui, je suis intervenu sur le visage. C'était très délicat, ça nécessite du travail très, très minutieux. Et donc, c'est rare qu'on a le visage complètement brûlé. C'est important de faire ces interventions chirurgicales très vite. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Parce qu'après, il y aura des complications, des infections et des rétractions. Vous faites des miracles? Des fois. C'est important pour les familles aujourd'hui qui sont là. C'est important pour tout le monde. Pour moi, chaque patient, il est comme un membre de ma famille. Donc je m'applique au maximum. J'essaie de faire le mieux, le maximum, pour qu'il ait moins de séquelles fonctionnelles, psychologiques et surtout esthétiques. Voilà. « 49 blessés de Crans-Montana ont été transférés à l'étranger. Parmi eux, 19 Suisses. Autant de familles qui ont dû s'organiser pour se rendre au chevet de leurs proches. C'est le cas de la famille de Xavier Mita, qui partage désormais sa vie entre Sion et Lyon, où son fils de 17 ans est hospitalisé. Jérémy en avait rêvé de cette soirée aux constellations, dans cette station de Crans-Montana qu'il connaît bien, où son père a grandi. Il s'est fait, un défi de ne pas nous demander
l'argent pour payer cette soirée, qui était quand même assez cher. C'était, sauf erreur, 250 francs. Et Jérémy s'est inscrit comme moniteur au Bonnet Rouge pour gagner ces 250 francs et se payer lui-même cette soirée. Donc c'est pour vous dire à quel point c'était important pour lui. Alors c'est parfait, ça me va très bien. Le fils de Xavier a été admis ici dans le service des Grands Brûlés de Lyon le 1er janvier déjà. Seuls les très proches peuvent y accéder. On a un espoir énorme que la médecine, surtout ici à Lyon, avec les compétences qui sont réunies, puisse faire des miracles pour Jérémy. Effectivement, notre souci, c'est la vie future de Jérémy, physiquement, qu'il puisse récupérer le plus possible. Veuillez patienter, nous recherchons votre correspondant. Veuillez patienter, nous recherchons votre correspondant. Bonjour. Merci. Brûlé sur près de 20% de son corps, Jérémy doit subir plusieurs greffes. C'est l'incertitude permanente, au gré des traitements et des douleurs insupportables liées aux brûlures. Alors ce matin, c'était très très difficile. C'est des hauts et des bas. Hier, ça allait beaucoup mieux toute la journée, mais et là, c'est un moment pénible. Comment on vit ça en tant que papa? Très dur. Très dur, ouais. On n'est pas prêt, comme on dit. Mais on essaie d'être fort parce qu'il faut que cette force, on puisse la transmettre à nos fils. On est prêt à rester ici à Lyon le temps qu'il faudra pour que les soins soient optimaux. Et puis, dès que possible, on la rapatriera en Suisse. Oh là là, on se croirait au sport d'hiver, quoi. Une vie à l'arrêt. C'est aussi ce que vivent Alain et Leïla Michelou. Leurs 2 filles ont été hospitalisées à Saint-Gall, loin de leur domicile au-dessus de Sierre. Tout de suite, l'hôpital leur a fourni 7 chambres. Pendant 2 semaines, ils ont veillé Farah, leur fille aînée, aux soins intensifs. C'est clair que j'aurais pu avoir beaucoup mieux si j'avais voulu. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux être à 5 minutes de chez ma fille. C'est tout ce qui m'intéresse. Moi, j'étais à la limite de mettre un matelas et de dormir à côté de la porte. Si on m'avait dit tu peux dormir là, j'aurais dit ok, je mets mon matelas là, je dors là. On va repartir. Moins touchée, leur 2e fille Meïssa a d'abord été hospitalisée en Valais avant d'être rapatriée auprès de sa sœur, qui elle a subi 7 opérations. Alain et Leïla comprennent heureusement bien l'allemand. Ils peuvent donc échanger avec le personnel soignant. J'espère qu'elle va bien. Ouais, j'espère. Hallo Maria, es geht? Es geht. Und Farah? Ich bin nicht ins Zimmer noch nicht gegangen, also nur Okay. heute Morgen bin gegangen. Okay. Und die haben sie waren noch am Schlafen. Okay, es geht? Aber, ja, gestern Abend bin ich froh gewesen. Okay, super. Ja, sie hat mir gute Nacht gesagt, sie buona notte gesagt. Ja. Nein, ich bin froh. Das ist super. Okay. Top. Soll ich ein Zimmer melden, dass sie hier sind? Oder Einfach hier, ja, wir gehen einen Moment. Wir schauen, wie das passiert. Okay, merci. Frage stellen. Merci. En cette soirée du Nouvel An, leurs 2 filles se trouvaient à une table au rez-de-chaussée du Constellation, avec un groupe d'amis. On est en contact avec quelques mamans qui faisaient partie du groupe d'amis de nos filles. Ouais. Puis ils ont tout leur groupe d'amis, en fait, il a été touché. Quoi. Tout le monde. Elles avaient leur table, ils étaient 10. Ils étaient une dizaine ensemble. Quoi. Donc tout le monde a été touché. Tout le monde. C'est sans exception. Il n'y a pas une famille qui a été épargnée. J'ai tendance à penser à mes autres copines, aux autres mamans qui ont perdu leurs enfants. Je suis obligée de le dire parce que je ne peux pas ne pas y penser. Je ne peux pas.
Donc je pense à elles. Elles ont perdu leurs enfants et c'est terrible. Je les ai au téléphone et c'est abominable. Et puis les autres mamans qui ont leurs enfants à Stuttgart, à Zurich, à Bruxelles, jetés au fin fond d'un autre pays, partout. Alors oui, émotionnellement c'est dur, c'est dur. Laetitia, elle, fait partie des survivantes. Elle en est ressortie sans brûlure, mais avec un traumatisme qu'elle soigne aujourd'hui avec l'aide de thérapeutes. Elle a besoin de raconter. J'ai l'impression que c'est pas vraiment moi qui l'ai vécu et que c'est... En fait, je me vois pas dans mon corps, je m'imagine juste toute la scène. Et je me vois, en fait, je ressens pas du tout les émotions que j'ai ressenties à ce moment-là, malgré que j'étais là et que je les ai ressenties. Maintenant, quand je le raconte, ça sort vraiment de mon corps et j'ai pas vraiment d'émotion quand j'en parle. Et je sais que c'est pas... Enfin, que c'est normal pour l'instant, mais je sais bien qu'à un moment, y a tout qui va ressortir et... je ressentirai toutes les émotions qui sont normales de ressentir dans ce genre de situation. Depuis le 1er janvier, Laetitia est très entourée par ses parents, arrivés très vite sur les lieux de la tragédie. Je me sens un peu vidée encore. Je sens vraiment... justement, j'arrête pas de venir ici, au lac, et regarder l'eau en boucle, juste pour essayer de ne pas... de remplir le vide ou je sais pas. Mais c'est vrai que c'est très difficile. J'arrive pas à décrire. J'ai jamais senti ça avant. Elle était avec nous. Elle nous a dit encore bonne année, un petit bisou à 00h30. Et puis elle a dit je vais avec mes copines au Constel, on va au Constel parce que c'est très à la mode. Je suis jamais allée, je connais pas. Alors on se préparait pour partir et puis c'est là qu'elle a appelé à 1h30 pile. Elle hurlait, elle pouvait pas, elle disait juste maman. Elle hurlait. C'était hurlement. Viens vite. Et puis on l'a retrouvé tout seul en chaussettes, sans chaussures. Avec les cheveux ébouriffés. Laetitia, 17 ans, n'avait qu'une envie, faire la fête avec ses amis. À minuit, elle filmait le passage à la nouvelle année au traditionnel rassemblement de la station. Alors mon épouse et moi-même, on n'était pas à 100% pour qu'il aille à cette soirée, parce qu'il était un petit peu enrhumé ce jour-là. Et puis alors évidemment qu'on a discuté peut-être un petit peu fort, et puis il a dit « oui, mais j'ai quand même envie d'aller faire la fête avec mes amis ». Donc on est parti, on s'est quitté ce soir-là, avec une légère tension. Elles étaient sublimes, même. Et puis... Elles se préparaient pour partir à Crans-Montana, fêter le nouvel an avec leurs copains, leurs amis. Donc elles sont parties de leur côté, nous d'une autre. À minuit, elles m'appellent. C'était la grande fête à Crans-Montana, les feux d'artifice. Bonne année maman, bonne année. Puis nous, bonne année tout. Vers 00h30, on recommence tous à partir, du coup en direction du Constellation pour pouvoir finir la soirée là-bas. Moi, j'avais beaucoup d'amis qui étaient déjà à l'intérieur. À ce moment-là, nous, on descend avec ma copine et on arrive dans le bar et je vois directement un ami à moi et on commence à parler et à un moment, je me retourne et je vois le feu.
je suis vraiment restée genre 1 minute dans le bar avant qu'il prenne feu. On avait les natels allumés pour qu'ils nous appellent, pour qu'on puisse aller le récupérer. Dans ma tête, c'était rien. Enfin, en fait, dans ma tête, ok, ouais, il y avait du feu, mais personne réagissait. Alors, pour moi, ça allait s'éteindre d'ici 15 secondes, en fait. Et j'ai quand même eu le réflexe de me dire, bah, faut quand même que je sorte parce que, bah, voilà, au cas où et tout. Et c'est du coup seulement après, quand j'ai senti toute la fumée m'arriver dans les yeux et que j'arrivais plus à respirer, où je me suis rendu compte que là, c'était grave et que c'était pas juste un petit feu. Laetitia avait son téléphone en main. Elle a eu, comme beaucoup ce soir-là, le réflexe de commencer à filmer. Des images qu'elle avait gardées pour elle. Il y a le feu! Il y a le feu! Il y a eu tout le nuage de fumée et je voyais plus rien et je pouvais plus respirer. Donc je me débrouillais à l'aveugle en fait. Je touchais devant moi et après du coup je suis tombée. Et c'est à ce moment-là où vraiment il y avait des gens qui étaient sur moi et qui étaient déjà brûlés. Donc en fait je savais que le feu était proche. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit que c'était la fin et que j'allais mourir. Vraiment, j'étais enfouie sous les gens, j'étais contre vraiment les escaliers. Et après, quand je suis sortie, je me suis mise d'un côté et je me suis juste mise à crier. Enfin, j'étais vraiment en boule, par terre. Enfin, j'entendais une fille qui était en train de pleurer, donc je me suis retournée. Et j'ai juste vu qu'elle était totalement brûlée. Et elle me regardait pour me demander si ça allait bien, alors que moi, j'avais rien. Mon fils Jérémy a pu s'extraire du bar Le Constellation. Et il a eu le réflexe de nous faire appeler par un ami qui était aussi dehors. Donc on a été au courant dans les minutes qui ont suivi, le temps de réaliser de ce qui se passe. Dans l'heure qui suivait, mon épouse était sur place. Alors elle arrive sur le site du Constellation, qui est évidemment en chaos total, toujours en incendie. Il y avait déjà une partie des pompiers, des secours qui étaient sur place. Et là, mon épouse a pu le voir, parler 2-3 mots avec lui. Puis Jérémy a juste dit « Pardon, maman ». Le mari de Leïla, appelé dans la nuit, part sur place sans comprendre la gravité de la situation. Il ne la réveille qu'au petit matin. Chérie, réveille-toi. Il s'est passé quelque chose de dramatique. Et là, j'ai ouvert les yeux. J'ai dit, il m'a dit, écoute, calme-toi, ça va aller. Mais ça est brûlé, je l'ai emmené à l'hôpital. Et Farah, on l'a perdu. Et quand il m'a dit Farah, on l'a perdu, j'ai pas compris. J'ai dit perdu? Perdu quoi? J'ai pas compris. Il m'a dit on l'a perdu, on la retrouve pas. Donc j'ai pris une grande respiration et j'ai dit à mon mari ok, on y va. Il m'a dit on va à l'hôpital. J'ai dit non, on monte à Crans-Montana. Le téléphone sonne, Laurence, mon épouse, se lève, elle décroche. Et j'entends parler. Donc j'écoute et j'entends une voix déformée qui est celle de mon fils. Et là, il dit « J'ai vu qu'il y avait un mouvement de foule, que je ne pourrais pas sortir. J'ai préféré laisser les autres continuer à sortir et moi me mettre dans un coin, m'accroupir. » Et puis il nous dit « J'attendais la fin. J'attendais la fin. »
Donc rétrospectivement, je me dis mais quelle fin, et j'ose espérer que c'était la fin du mouvement de foule. Quand on est arrivé là-haut, bien sûr, on n'a pas pu aller dans la zone parce que cette zone-là, elle était déjà bloquée. Donc on a été dirigé vers le Régent. Le Régent, une salle où il y avait, c'était la salle des crises où il y avait tous les parents qui cherchaient leurs enfants. C'était tellement bruyant et en même temps tellement silencieux. Il explique qu'il est à l'hôpital de Viège où la chaîne de secours, donc les premiers secours l'ont conduit. Et donc, mais il nous dit, alors soit par ignorance de ce qu'il avait, soit parce que ça lui ressemble un peu, pour préserver sa maman et moi-même, de dire c'est simplement un coup de soleil, un gros coup de soleil. Ensuite, Jérémy a eu le réflexe de dire à l'ambulancier qui l'amenait à l'hôpital de Réna de nous appeler également. Donc nous, on a su tout de suite qu'il était à Réna. Tous les parents étaient en mode déni et en mode surtout choqué. Donc personne ne voulait parler au psychologue, c'est normal. On ne comprenait pas ce qui nous arrivait, on n'avait pas envie de parler au psychologue. Parce que parler au psychologue, ça voulait dire admettre qu'il s'est passé quelque chose. Admettre que nos enfants étaient peut-être morts, mais on parlait entre nous les parents. On essayait d'avoir des informations, qui avait vu quoi, comment, enfin voilà. Ensuite, c'est un peu le cauchemar, c'est l'attente, une attente interminable. Le drame a eu lieu depuis moins de 9 heures. Une première conférence de presse est organisée dans la sidération. Justice, autorités politiques, représentants de la police sont présents. Ils reviennent tous des lieux de la tragédie. Je tiens à préciser qu'en l'état, nous privilégions un incendie et il n'est à aucun moment question d'un quelconque attentat. Alors que cette soirée aurait dû être un moment de fête, de rassemblement, cela a tourné au cauchemar. Le bilan provisoire articulé est effroyable. Plus de 110 blessés, des dizaines de morts non identifiés. Leur nombre exact n'est pas encore annoncé. Et là, la police vient vous dire, on va prendre votre ADN. Je vous laisse imaginer ce que c'est quand un policier vient vous dire, on vient prendre votre ADN. Ça suppose que peut-être votre enfant, on va vous le ramener dans une boîte. Excusez-moi du terme, mais c'est un peu ça. Donc vous allez faire ce frottis, vous allez répondre à toutes les questions, vous essayez de vous concentrer au mieux. Et après, vous attendez encore et vous attendez. Et puis voilà, on attend jusqu'au moment où on vient vous dire « Oui, on a retrouvé ». Et là, ça fait tilt dans votre tête. Ok, vivant ou mort? Vivant ou mort? Et on vous dit non, elle est aux soins intensifs. Et donc là, il était en soins intensifs, il était déjà endormi, intubé. Donc c'est vrai que la vision, là, pour moi, elle était effectivement très violente. Il s'agissait de déterminer le taux de gravité des brûlures pour savoir dans quel centre il serait acheminé. Et puis ça s'est précisé assez vite. Il a été immédiatement héliporté à Lyon. Je découvre ma fille, qui n'est pas ma fille. C'est-à-dire que je découvre un corps brûlé, un équipement très important, parce que elle était en mode comateux, donc je ne vous dis pas tout ce qu'ils lui ont mis comme appareil, on va éviter les termes scientifiques et médicaux. Et surtout, moi, je regarde tout de suite les monitorings. Je suis quand même infirmière et j'ai quand même une sœur qui est médecin. Et je sais, je connais des choses et je regarde.
et je vois que c'est pas génial. Donc je parle avec l'infirmière qui essaye de me rassurer, mais elle peut rien promettre, parce que bien sûr on peut rien promettre. Et ensuite, ensuite on me dit on va pas la garder. On peut pas la garder. Donc il l'emmène sur Saint-Gall. Quand on arrive à Zurich, à ce moment-là, on est le 1er de l'an, il est 21h passé. Et là, on voit Mathieu complètement emmailloté, intubé. Bouffi, ouais, très bouffi au niveau du visage. On distingue à peine que c'est lui, en fait. Et c'est vraiment là où on a réalisé que c'était très grave, parce que d'un coup de soleil, il nous explique qu'il y a des brûlures au 2e degré profond, ce qui s'appelle le niveau 2B, degré 2B, et des brûlures au 3e degré. Si sa maman et son frère ont pu lui parler, moi, je vous avoue que, et je l'avoue, j'ai pas pu. J'étais effondré, quoi. Effondré. C'est mon bébé. C'est un bébé de 27 ans, mais ça reste mon enfant. Très vite, les transferts entre hôpitaux se mettent en place. En Suisse, mais aussi à l'étranger. Italie, Allemagne, France, Belgique. Je la confie à Philippe Lazaire, le docteur Philippe Lazaire de la Riga. Je lui dis, vous me la maintenez en vie. Vous me la gardez en vie. Et il me regarde et il me dit, on fera tout ce qu'on peut. Mais je vous promets rien. On découvre peu à peu ce qui s'est joué dans le sous-sol du Constellation. Avec ses premières photos de l'intérieur, publiées par la chaîne française BFM TV. Des bougies incandescentes sur des bouteilles de champagne qui enflamment la mousse du plafond. C'est dans ce contexte, au lendemain du drame, que s'ouvre une nouvelle conférence de presse. Les journalistes internationaux sont de plus en plus nombreux, les Suisses aussi. Tous attendent des réponses alors qu'aucune victime décédée n'est alors encore formellement identifiée. Président du gouvernement valaisan, Mathias Reinhardt devient peu à peu le visage de cette crise. Nous avons conscience des heures particulièrement difficiles, du côté insoutenable de chaque minute qui passe sans réponse. Tout laisse à penser que le feu est parti des bougies incandescentes ou des feux de Bengale qui ont été mises sur les bouteilles de champagne et le tout a été approché de trop près du plafond. L'enquête porte effectivement... Nous apprendrons par la suite que la conformité de la mousse isolante posée par le gérant n'aurait jamais été contrôlée par les autorités communales. Loin du battage médiatique, dans les hôpitaux, c'est une course contre la montre qui se poursuit pour maintenir en vie les blessés. Sitôt la conférence de presse terminée, Mathias Reinhardt se rend auprès du personnel hospitalier des soins intensifs de l'hôpital de Sion. Je crois qu'on ne mesure pas ce qu'a fait l'hôpital du Valais durant ces dernières heures. On a les soins intensifs, on a les urgences, on a la pédiatrie, on a l'anesthésie, on a toutes ces équipes qui ont été confrontées finalement à des sortes de scènes de guerre. C'est absolument terrible. Il y a encore beaucoup de familles qui sont dans l'ignorance. Ah oui, beaucoup de familles, beaucoup de proches. Chaque minute est insupportable. Chaque minute dans cette incertitude, dans ce doute, c'est affreux. De pas savoir où est son enfant, où est son petit frère, sa petite sœur, son copain, J'ai été parler aux familles, j'ai été les voir à 2 reprises déjà. Et on n'a pas les réponses à leurs questions, qui sont des questions tellement légitimes. Où est mon petit? Où est ma petite? Ouais. Il n'y a pas de bons mots, j'imagine. En tout cas, moi, je les avais pas. On va devant eux avec humilité, humanité. Puis parfois, on n'arrive rien à dire, puis c'est juste le regard ou prendre une maman dans les bras. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai essayé de faire comme responsable politique.
On n'a pas de réponse politique à ça, c'est juste d'humain à humain. On essaye de gérer cette crise du mieux qu'on peut et puis on vient leur dire qu'on est là avec eux. On vient leur assurer que nos équipes font le max, vraiment. Toutes nos équipes sont mobilisées. Alors là, on commence à réaliser que c'est très très grave. Donc nous étions très très anxieux. Les jours où Jérémy est endormi, c'est vraiment les jours les plus terribles parce qu'on sait que tout peut arriver. C'est le contrôle des voies respiratoires. Donc on imagine le moindre problème au niveau des voies respiratoires. Donc c'était un immense souci. Donc là, on s'est relayé, on l'a très peu laissé seul. Il est dans une détresse respiratoire, ils doivent le mettre sur le ventre. À ce moment-là, c'est quelques jours après, on est dans la salle d'attente et j'accuse encore une fois le coup très violemment. J'explose même, je donne un coup de poing dans le mur parce que j'en peux plus en fait de faire ce yo-yo et de savoir que mon frère va mal. La pression internationale devient de plus en plus forte. Le conseiller fédéral Beat Jans, en charge de la justice, se rend sur les lieux, tout un symbole. Il est escorté à l'intérieur, sur les lieux de la tragédie, sous l'œil des caméras du monde entier. En sortant, il nous accorde une brève interview. En français. En français. Oui. C'est choquant, c'est émotionnel. C'est une émotion qui touche toute la Suisse, la population est profondément triste dans ce pays. On découvre progressivement les identités, surtout les âges des victimes. Oui, ça. Vous savez, je suis père des jeunes aussi. Et c'est peut-être que tous les parents dans ce pays pensent maintenant, c'est ça. Aurait pu mes enfants vivre un moment de joie qui termine leur vie à la fin. Il faut aussi, ça c'est notre responsabilité, prendre les leçons et de faire tout que quelque chose comme ça ne peut pas se répéter. Une instruction est ouverte à l'encontre des deux propriétaires, Jessica et Jacques Moretti. Mais le manque de fermeté de la justice valaisanne est de plus en plus critiqué, alors que la liste de possibles défaillances s'allonge. Aujourd'hui, on apprend que les deux gérants, qu'il y a une instruction contre les deux gérants du bar. Il y a une colère qui va sans doute monter aujourd'hui. Il y a en tout cas, face à un tel drame, il peut que y avoir de la tristesse, de la colère, des sentiments tellement forts. On est toutes et tous submergés par ces sentiments, ces émotions. Et nous, en responsabilité, on doit faire le maximum pour garder la tête froide. C'est pas facile. Et prendre des décisions les plus justes possibles, au fur et à mesure. Quand vous avez pénétré dans cette tente où l'horreur s'est passée, vous avez vu des choses horribles, Beat Jans, non. Qu'est-ce que vous lui avez raconté? C'est pas moi qui lui ai raconté les choses, c'est les équipes de police. Les équipes de police ont expliqué ce qui s'était passé et elles ont expliqué leur travail ensuite, de façon factuelle, pour qu'ils se rendent compte de ce qui s'est passé. Et voilà, je crois qu'il a été évidemment submergé par l'émotion à ce moment-là. Et ouais, il y a des images qu'on n'oublie pas, ça c'est sûr, qu'on n'oubliera jamais.
4 jours après le drame, toutes les victimes sont enfin identifiées. Leurs corps rendus à leurs proches. 40 vies fauchées, autant de familles endeuillées. Les plus jeunes avaient 14 ans. Le lendemain, les autorités communales de Grand Montana reconnaîtront qu'aucun contrôle de sécurité n'avait été effectué depuis 2019. Xavier, comme beaucoup de parents, a porté plainte. Cette tragédie est d'autant plus difficile pour lui qu'il est un enfant de Grand Montana. Toutes les personnes impliquées au niveau politique, au niveau des pompiers par exemple, ce sont tous des connaissances, des amis d'enfance. Donc c'est encore moins évident à gérer cette colère parce que tout le monde est extrêmement affecté par ça. Et puis, ma foi, on va laisser l'enquête mener son cours, la procédure, et puis on verra ce qui sera fait. Et puis que les responsables assument leurs responsabilités avec les conséquences que ça aura pour chacun d'eux. Leïla et Alain ne comptent plus les trajets effectués entre Saint-Gall et leur domicile en Valais où leur 3e fille est scolarisée. Des trajets qui vont prendre fin. Farah vient d'être transférée à Morges, Meïssa à la clinique de réadaptation en Valais. Mais ils ne savent pas quand ils pourront reprendre leur travail. Les dépenses commencent à s'accumuler. L'aide d'urgence de 10 000 francs par victime promise par l'État du Valais sera bienvenue. Ça va nous aider à payer déjà tous les premiers frais qu'on a à faire face. Les transports, manger dehors, parce que vous pensez bien qu'il y a... Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de mamans qui sont derrière les fourneaux en ce moment. On n'a pas la force d'abord, on n'a pas l'énergie. Toute notre force et toute notre énergie, elle est concentrée pour nos enfants. Qu'est-ce que vous attendez de la justice aujourd'hui ? Ah, beaucoup. 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 On veut les coupables. Parce qu'il n'y a pas que le couple, il y a d'autres gens. Je lâcherai rien du tout. Je ne lâcherai rien. Pour mes enfants, je lâcherai rien. Toute la lumière doit être faite sur les circonstances de cette tragédie et les responsabilités, y compris des autorités politiques. La justice doit être rendue avec rigueur et indépendance. La moindre des choses que l'on puisse faire, c'est de présenter des excuses de toute la communauté. Ce même jour, Jessica Moretti sort seule du ministère public. Son mari est mis en détention provisoire. Il y restera 2 semaines. Sa libération va ulcérer les familles des victimes et renforcer la colère des autorités italiennes. Pour la première fois de leur vie, Lionel et Thomas sont à Grand Montana. Ils sont venus récupérer les affaires de Mathieu dans l'appartement loué au couple Moretti. Avec eux, des familles d'autres employés du Constellation.
L'appartement est situé au-dessus du bar. Mais pour réussir à l'ouvrir, il va falloir appeler Mathieu, désormais extubé et pouvant s'exprimer, péniblement. Et les deux clés, tu confirmes, c'est pour ouvrir l'appartement? Pour chaque serrure. Pour les 2 serrures. Est-ce qu'il y a quelque chose? Attends. Oui. C'est une serrure inversée. C'est une serrure Ah, inversée. il y a une... Pas comme en France. Pas comme en France. Pas comme en France. Écoute, on va essayer. Te fatigue pas, on va essayer. Merci. Merci. Mais quand je suis arrivé, rien que de voir, ça m'a saisi d'arriver devant ce bâtiment et puis de voir là où il vivait et de voir toute cette suite, tout ce carnage, quoi, tout simplement. Je ne sais pas s'il y a d'autres mots pour qualifier ce que l'on voit là. Puis encore, on n'a pas été à l'intérieur et on n'ira pas à l'intérieur du Constellation. Mais moi j'en avais besoin pour voir ce qu'il en était, là où ça s'était passé, pour comprendre un peu cette catastrophe. J'arrive pas à imaginer, quoi. Il y a trop de vies volées, il y a tant de corps meurtris dans tout ça, trop d'espérances consumées dans ces flammes. C'est pas normal, toute cette jeunesse qu'on a volée. Il était venu avec sa vie, ouais. Il avait chargé toute sa vie avec lui, donc on va la ramener auprès de lui. Là, pour l'instant, c'est sa chambre. L'odeur, elle est très forte. Ça sent le brûler énormément, il y a de la suie partout. Mais pour l'instant, je ne suis pas encore trop dans l'émotion parce que je pense que ce qu'il me faut, c'est de voir le bar, voir le mausolée. On a ramené des fleurs, une bougie et je vais avoir besoin de me recueillir. Le temps de la justice est aussi venu pour eux. Pour les accompagner dans leur démarche, ils ont engagé un avocat en France, un autre en Suisse. On sait que ça sera long, très long, mais il y a des familles qui sont endeuillées. Il y a des familles qui ont des enfants qui sont meurtris, qui seront handicapés à vie, d'autres qui le seront plus légèrement. Pour une chance, on fait partie de ces familles-là, même si les traumatismes de Mathieu sont très sérieux. Voilà, mais c'est aussi une attente forte. J'ai pas réellement de colère ou d'esprit de vengeance. Je pense qu'il y a des gens qui ont failli. Et donc à ces gens-là aussi, d'avoir le courage de dire on a failli et on paiera. Comment il va maintenant, Mathieu? C'est compliqué, il va mieux. Il va beaucoup mieux en les circonstances, quoi. Mais pour autant, c'est encore très difficile. C'est un jeune homme dans un corps de vieillard de 90 ans. C'est quelqu'un qui peut tout juste parler parce qu'à chaque fois qu'il dit une parole, il est complètement essoufflé. Laetitia est consciente de sa chance, mais elle sait aussi que comme beaucoup de jeunes présents ce soir-là, elle va devoir apprendre à vivre avec des images traumatisantes. Je sais que j'ai eu beaucoup de chance de m'en sortir sans rien presque. Et donc c'est pour ça que je suis vraiment reconnaissante en fait, juste de la chance que moi j'ai eu comparé à d'autres qui sont des graves brûlés ou pire. Pour moi c'est important aussi de sensibiliser d'autres jeunes et d'autres personnes sur la gravité de la situation. Vous rentrez dans une maison vide. Voilà ce que je vis. Je rentre dans ma maison. C'est la raison pour laquelle je ne vais plus dans ma maison. Les 3 chambres de mes filles sont fermées. Moi, je ferme la maison. Je ne veux pas la voir, ma maison. Je préfère aller dormir ailleurs. Parce qu'elles ne sont pas là. Pour nous, là, on pense qu'il est tiré d'affaire, donc c'est juste extraordinaire.
c'est un truc, on essaie toujours de se préparer que ça peut arriver, mais on n'est jamais prêt. Ouais. Mais il est là. Donc on est conscient de la chance qu'on a eue quand même.